OK, on va faire... vous écoutez qu'est-ce qui se passe à m'amener, puis on va dire le truc. Ben, peut-être là. En intro? Ben, ouais, là. Bienvenue à... Tu sais, comme, mettons, on l'essaye. On peut l'essayer. Bienvenue 3, 4. à... Oh. 3-4. Bien. 3-4. Mais non, mais je pensais qu'on disait 3-4. 5, 6, 7, 8. Bienvenue à Qu'est-ce qui se passe? Un balado d'information de RAD où on vous parle des grosses nouvelles, mais honnêtement, surtout des nouvelles qui nous intéressent, tout en respectant l'intérêt public, bien sûr! Ah, c'était bon. Je sais pas si c'était bon, mais c'était synchronisé. Et puis on tourne! Ben oui, je m'appelle Olivier Bourmas. Et je m'appelle Julia Pagé. Nous sommes les intrépides. Non. Non. On est... ben voilà, on l'a Qu'est-ce qui dit, se passe? en fond, qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi on se représente? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été là. Oui, c'est vrai. On a eu quelques saisons sur YouTube. Ah oui, sur YouTube. Mais là, la raison pour laquelle on est aussi formel, puis on se présente, puis Ouais. c'est parce on est rendu... On est sur audio. On est rendu à un autre niveau. Là. C'est big. C'est très big. On est sur Audio, qui est la plateforme d'écoute audio de Radio-Canada. Il n'y a personne qui l'a mieux dit que toi. C'est comme l'application sur laquelle on peut à la fois écouter des livres audio, toutes les émissions de Radio-Canada et tous les balados que Radio-Canada produit. Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent également sur YouTube. Parce qu'on est là aussi. Nos originals. Faut peut-être raconter qu'on a commencé notre humble histoire sur YouTube. On n'a pas changé de studio. Tu voudrais qu'on fasse notre genèse? Par souci de simplicité. Exact. Mais vraiment, on fait cette émission-là avec des bouts de chandelle. Et par studio, tu veux bien dire un recoin de corridor. Exact. Parce que, bon, nous, on a avancé contre vents et marées. Hein. C'est le cas de le dire. Tout était contre nous. Personne ne voulait que nous fassions ce balado d'information de RAD où nous, on vous parle des grosses nouvelles, mais honnêtement, surtout des... à chaque fois qu'on parle des genèses, on dit « personne n'a cru en nous, nanana », mais on se souviendra que quand on a pitché le concept à notre boss, on a dit une phrase, puis il était comme « j'adore ça, faites-le ». Fait que c'est vraiment malhonnête de notre part. Tout ça pour dire qu'on a commencé humblement sur YouTube et que maintenant, autant le dire, on est devenu excessivement big. Ben on l'est, on a pris la grosse tête, là. On s'en cache pas, là. Moi, je l'assume. Tu sais, au lancement... Oui, on a participé au lancement de l'info de Radio-Canada. On fraye avec les plus grands, là, les Céline Galipo. Là, on se fait des high-fives. On est comme super, on est très proches. Ça, c'est notre photo avec Patrice Roy. Patrice Roy qui a insisté pour qu'on prenne une photo avec lui. La photo avec Céline Galipo. Céline. Ensuite, Marie-Louise Arsenault. Ah, d'ailleurs... On parle à quel point on est big. On y va à Marie-Louise Arsenault samedi. J'espère que vous serez à l'écoute. Hein? Tout peut arriver à 16h. Bon, il y en a qui vont dire qu'on arrive en ondes un petit peu tard. Oui, pourquoi donc? On est le 4 octobre. Ben, c'est parce qu'ils nous ont demandé justement de ne pas faire d'ombre toutes les rentrées, la rentrée du téléjournal. Parce que si on était rentré en même temps que tout le monde, personne n'aurait parlé d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe, revient. Voilà. Déjà, bon, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui se passe? On parle des nouvelles. Fait qu'est-ce qu'on fait ça? Et on pourrait donc rentrer dans le vif de l'actualité de la semaine avec le jingle officiel de Qu'est-ce qui se passe. Vas-y, Ali. Qu'est-ce qui se passe dans le corridor de Radio-Can? Qu'est-ce qui se passe avec Olivier et Julia? Qu'est-ce qui se passe? C'est une émission de nouvelles et il y a beaucoup de nouvelles à couvrir cette semaine. Là, évidemment, tout le monde pense au Liban. On va en parler, n'est-ce pas? Mais je voulais quand même parler d'un petit truc avant qui a attiré mon attention. Parce que du nouveau dans le dossier Northvolt, cette saga... Ben, c'est un dossier, un cadeau qui ne cesse de donner. Oui, c'est vrai. Faut quand même rappeler les faits. Northvolt, c'est ce projet de méga usine à batterie qui fait beaucoup jaser, notamment parce qu'il coûte très cher, 7,3 milliards. Qu'est-ce que tu ferais avec 7,3 milliards? Ben là, à brûle pour point comme ça, rapidement, je sais pas. Peut-être que j'arrêterais de travailler. OK. Ça fait aussi... c'est vraiment poche comme réponse. Genre, tu serais pas ici? Non. OK. Ben, c'est l'ambiance est chouette. Non, OK. non, en fait, c'est quoi? C'est que je le déplacerai un petit peu plus tard Avec dans la journée. 7,3 milliards de dollars, ton but, ce serait de faire qu'est-ce qui se passe à genre 10 h du matin? Juste 10h30, mettons. OK. Northvolt, ça fait aussi beaucoup jaser parce que le travail des journalistes a révélé que Northvolt aurait fait pression sur le gouvernement pour changer les règles du jeu et lui permettre d'éviter l'examen du BAP. Le BAP, donc le Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui est l'examen complet d'un projet selon les normes, selon ses impacts environnemental, sociaux. je dirais.
socio-environnementale et économique. C'est tout ça en même temps. Okay. Bon, faut déjà dire que le ministre de l'Environnement, le gouvernement Legault, continue de nier qu'ils ont aidé Northvolt à contourner le BAP, mais les preuves s'accumulent contre ce qu'ils défendent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Centre québécois du droit de l'environnement conteste devant les tribunaux la gestion du dossier Northvolt par le ministre de l'Environnement du Québec. Et parmi les preuves déposées en cours, et c'est là que ça devient intéressant, il y a des conversations personnelles entre fonctionnaires. Non. Entre collègues? Entre collègues, par courriel, par clavardage. Et on découvre que plusieurs d'entre eux n'étaient pas très à l'aise d'approuver le projet Northvolt, de l'approuver si vite et de le faire sans le BAP. La première réflexion que je me suis passée, c'est imagine si on dévoilait au grand jour tout ce qu'il dit sur le clavardage de RAD, ce serait... Là, tu donnes des idées aux gens de faire des demandes d'accès à l'information, mais il faudrait pas. Il faudrait pas. Il faudrait pas parce que... Pourquoi non? Non, allons pas là. Il y a notamment cet échange très révélateur entre deux fonctionnaires. Puis si tu le veux bien, on va jouer la conversation. J'adore le théâtre. Tu sais que j'ai voulu être acteur, moi? Alors, c'est vrai? Ben oui. C'est un rêve enfoui profondément dans mon cœur. Le deuxième personnage, OK? Par-dessus lequel, autant le rêve que le cœur, j'ai pelleté la terre. Quoi? Ben, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné... C'est parce que je parle, tu parles par-dessus, fait que j'ai pas compris. Moi, j'aurais dit que c'était l'inverse, là. Dans quel monde? OK. Il y a notamment un échange très révélateur entre deux fonctionnaires qu'on pourra lire, Olivier, si tu le souhaites. Je vais être le premier, tu vas être le deuxième, OK? Je suis deuxième personnage. Est-ce qu'ils ont des noms? Non, leur identité est restée cachée. OK. J'aime tellement pas le gros aspect politique. Ouais, je comprends. Non, attends, Olivier, un fonctionnaire, ça parle pas comme ça, je pense. Faut faire une voix de fonctionnaire, OK? Il y a tout plein de fonctionnaires, hein? Ouais, mais là, je le sens pas, OK? On va le refaire. J'aime tellement pas le gros aspect politique. Tu dirais pas « je n'aime tellement pas le gros aspect politique ». C'est ça qui est écrit dans le OK, parfait, d'accord. OK, on reprend, Olivier, un peu de sérieux. J'aime tellement pas le gros aspect politique. Oui, je comprends. On essaie à tout prix de rendre le projet acceptable alors qu'il ne l'est pas. Il articule mal, le fonctionnaire? Mais des fois, il bute. Il bute, des fois, ça y arrive, il est humain. OK, le fonctionnaire, il est humain, il est comme tout le monde. Ça y arrive de s'enfarger dans sa langue. OK, je continue. Il faut aussi faire comme si on ne savait pas une information qu'on sait. Ça, j'aime moins ça. Oui, tout à fait. Ce n'est pas transparent. Et c'est un peu croche. Et il faut tout faire pour que le ministre ne paraisse pas mal. Excuse-moi, c'est parce que c'est écrit le ministère? Et il faut tout faire pour que le ministère ne paraisse pas mal. C'est bien fait très important de citer de façon exacte. Donc, comme... OK, on pourrait peut-être que... Parce que je suis pas sûr que j'ai compris l'essence de cet échange. Oui, OK, faut quand même expliquer. Outre notre performance théâtrale extraordinaire, il faut quand même dire ce que tout ça veut dire. Si vous avez des rôles, hein, si vous nous écoutez, vous êtes réalisateur, metteur en scène, on est disponible pour la des prochaine saison, n'hésitez pas. En fait, ça montre que les fonctionnaires étaient mal à l'aise avec le fait de contourner le BAP. Il y a plusieurs autres messages qui ont été recueillis dans le cadre de la Cour. Et comme le rapporte Thomas Gerbet dans son article, on apprend aussi deux nouvelles informations, notamment que le ministère avait envisagé un examen du BAP réduit. Cette proposition n'a pas été retenue. Non. Ce qu'on apprend aussi, puis ça, c'est important de le noter, c'est que la nouvelle réglementation a été taillée sur mesure pour Northvolt. Donc ça, maintenant, c'est plus difficile pour le gouvernement de le nier. Malgré ça, le gouvernement garde sa ligne, ni avoir aidé Northvolt. Olivier, rentrons dans le vif de l'actualité, si tu le veux bien. Oui, parce que là, Julia, ça brasse au Proche et au Moyen-Orient. La tension est extrêmement élevée. Ça va faire 1 an que le conflit entre Israël et le Hamas est en cours à Gaza. Là. Ça s'est amorcé le 7 octobre 2023. Sauf que ces derniers jours, tout ce conflit-là s'est envenimé. Il y a l'armée israélienne qui a initié une opération terrestre au Liban, donc dans un autre pays. Et il y a l'Iran, un 4e acteur qui a lancé une quantité de missiles assez importante en direction d'Israël. Et tout ça, c'était mardi dernier. Donc, grosse journée, grosse semaine. Alors qu'on espérait, certains espéraient encore que les négociations allaient de bon train. Puis là, bon, disons pour un cessez-le-feu. Oui, disons que les espoirs qu'un cessez-le-feu... disons que les espoirs qu'un cessez-le-feu soit signé, ça me nuise.
C'était très bien, ça, comme phrase. Déjà, dès la deuxième reprise, parfait. Donc, il y a beaucoup d'acteurs dans le conflit. Ça peut devenir un petit peu compliqué. On va essayer de tout démêler ça. Oui, parce que je pense que ça va être important de comprendre le contexte. Souvent, aux nouvelles, on dit comme « Ah, et le Hezbollah est attaqué par... » Puis on n'a pas toujours le temps de vraiment comprendre les racines de ces relations géopolitiques puis de la naissance de ces groupes-là. Donc, on va faire ça sous peu. Sous peu, là, incessamment, parce que je vais d'abord me concentrer sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Et pour mieux expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours, je dois aussi remonter brièvement au début du conflit. Bien sûr. En fait, le Liban est impliqué dans ce conflit-là entre le Hamas et Israël depuis le début. Il y a eu l'attaque du 7 octobre par le Hamas et la prise d'otages israéliens. Et tout de suite après, la réplique d'Israël qui se poursuit à ce jour. Mais dès le lendemain, dès le 8 octobre, il y a eu des tirs de missiles du Liban en direction d'Israël. Et là, tout de suite, il faut clarifier le fait que ce n'est pas l'armée libanaise qui a envoyé ces missiles-là en direction d'Israël. C'est plutôt le Hezbollah. Qu'est-ce que le Hezbollah? C'est un peu considéré comme un État dans l'État au Liban. C'est à la fois un parti politique, mais aussi une milice islamiste armée. Le Hezbollah, un de ses objectifs, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et le Hezbollah est considéré, en fait, par plusieurs pays, dont le Canada, comme un groupe terroriste. Donc, le Hezbollah a décidé d'attaquer Israël en solidarité avec le Hamas. Israël réplique, envoie à son tour des tirs de roquettes de façon quasi quotidienne depuis 1 an. Le Liban, c'est au nord d'Israël. Et donc, toute la zone du sud du Liban et du nord d'Israël, il y a des tirs de roquettes quasi quotidiens là. Et donc, les gens qui vivaient là, de part et d'autre de la frontière, se sont déplacés. On parle de dizaines de milliers de personnes qui ont décidé de faire leur bagage et de quitter cette zone-là. Ce qui nous amène à la mi-septembre de cette année, donc il y a 2-3 semaines, le gouvernement israélien a mis à jour ses objectifs de guerre contre le Hamas. C'est pas banal, ça, là. Non, c'est le point tournant, en fait, de cette histoire-là. Les objectifs de base, c'était de rapatrier les otages que le Hamas avait fait et d'éradiquer le Hamas. Sauf que là, il y en a un nouveau qui s'est ajouté et c'est de sécuriser la zone frontalière avec le Liban pour permettre aux milliers de déplacés, aux dizaines de milliers de déplacés israéliens de rentrer chez eux. Et pour ça, Israël doit repousser le Hezbollah et créer une sorte de zone tampon à la frontière entre Israël et le Liban. Peu après la mise à jour de ces objectifs-là, survient l'attaque des pagettes et l'attaque des walkie-talkies. Là, ça a frappé l'imaginaire. Peut-être que vous avez vu ça passer, j'imagine. Des centaines de pagettes et de walkie-talkies appartenant à des membres du Hezbollah ont explosé de façon simultanée et blessé ou tué des milliers de personnes au Liban. Ce sont des attaques qui n'ont pas été revendiquées, sauf que le Hezbollah accuse Israël d'être l'auteur de ces attaques. Et là, ça a escaladé depuis ce temps-là. Le 23 septembre, qui est la semaine dernière, ça a été le début d'une campagne militaire aérienne menée par Israël en direction du Liban. Donc, c'est plus seulement des tirs de roquettes là, tirés à partir d'Israël vers le Liban, c'est maintenant des bombardements de l'armée de l'air plus fréquents, plus dévastateurs et qui s'étendent sur l'ensemble du pays, notamment sur la capitale Beyrouth. Le 27 septembre, événement très important, les Israéliens ont assassiné Hassan Nasrallah, le dirigeant du Hezbollah, qui a été tué dans un bombardement dans la banlieue sud de Beyrouth. Ça a créé une onde de choc dans la population parce que le Hezbollah jouit quand même d'une certaine popularité, de certains appuis au Liban, et que c'est un chef très charismatique qui était en poste depuis 1992. Donc là, il a été tué. Les Israéliens ont recouru aux grands moyens là, pour l'abattre. Il était en réunion dans un bunker à 20 mètres sous terre. Ça donne une idée de la puissance des bombes qui ont dû être utilisées pour ça faisait des années qu'il se cachait. Là. Nasrallah, ça faisait des années qu'il évitait de s'afficher en public justement parce qu'il craignait pour sa sécurité. Depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah, Israël poursuit son élimination des cadres, donc des dirigeants du Hezbollah. Et la journée de mardi a été particulièrement chargée en développement là, dans ce conflit-là. Il y a eu les premières incursions terrestres, donc mardi le 1er octobre, premières incursions terrestres de l'armée israélienne au Liban. En tout, il y a 8 soldats israéliens qui ont perdu la vie, selon Israël. Ça aussi, ça marque un tournant, parce qu'il y a des jalons comme ça dans une guerre. Tuer un chef, entrer dans le territoire, c'est des jalons qui peuvent potentiellement mener à une escalade. Bien, c'est une escalade en soi. C'est une progression du conflit, une intensification du conflit. Mardi également, 1er octobre, il
il y a eu un attentat non revendiqué à Tel Aviv, donc une ville en Israël. Il y a eu 7 morts et 16 blessés. C'est une fusillade qui a été orchestrée par 2 hommes originaires de la Cisjordanie, qui est un territoire palestinien. Et toujours mardi, l'Iran s'est invité dans le portrait. L'Iran, qui est un allié du Hezbollah, a envoyé 200 missiles en direction d'Israël. L'Iran avait déjà envoyé des missiles en direction d'Israël en avril dernier, sauf que c'était une attaque qui, à l'époque, était un peu plus télégraphiée, plus facile à freiner par Israël. Là, pour la première fois, l'Iran a employé des missiles hypersoniques, donc beaucoup plus rapides. Et c'est un message beaucoup plus fort que l'Iran envoie, selon Thomas Junot, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, spécialisé dans le Moyen-Orient. Et là, Israël promet que l'Iran va payer le prix de cette attaque-là. Et c'est là où on en est. Mais en fait, la raison pour laquelle l'Iran est embarqué dans le conflit, c'est à cause du Hezbollah, c'est à cause du Liban. Et là, tu vas... Oui, parce que là, on parle du Hezbollah, on parle du Liban, on parle de l'Iran, alors que au départ, la guerre, c'est entre Israël et le Hamas. Donc, il faut quand même prendre un petit pas de recul pour comprendre c'est quoi le rapport de ces nouveaux, je dis nouveaux entre guillemets parce que, bon, vous allez comprendre, de ces nouveaux acteurs dans cette guerre-là. Que dirais-tu d'un petit cours d'histoire, Olivier, qui remonte à 1948? C'est la création d'Israël, qui crée un choc quand même au Proche et Moyen-Orient. Ça fait des mécontents dans la région. Il y a des pays arabes qui s'allient. Les tensions montent et la guerre éclate entre Israël et certains pays arabes. C'est la guerre israélo-arabe. On ne rentre pas dans les détails de cette guerre-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël remporte la guerre et, à travers ses victoires de guerre, réussit à étendre son territoire au-delà des frontières qui étaient d'abord proposées par l'ONU. Mais ça donne déjà un indice. Là. Israël est à peine créé, vient de débarquer dans la région. Et déjà, il y a des tensions entre Israël, qui est un État principalement composé à majorité en fait, de personnes de confession juive. Oui, suite à la Deuxième Guerre mondiale, on le rappelle. Oui, oui. Et ses voisins qui sont des pays arabes. Oui, voilà. Ce que la victoire d'Israël force aussi, c'est l'exode de centaines de milliers de Palestiniens qui étaient sur leur territoire d'origine. Les Palestiniens vont donc se réfugier dans les pays voisins, notamment le Liban, au nord. Merci, j'ai toujours la difficulté avec mes points cardinaux. Ceux qui nous suivent depuis le début le savent. Là, Julia, sa force principale, c'est pas les points cardinaux. Puis à chaque fois, en plus, là, je me suis pratiquée. Je me suis dit, je sais, Israël est au sud, c'est ça. Je ne rentrerai même pas là-dedans. Elle a une confiance en elle débordante, mais sur la question... de l'orientation, ce n'est que du doute. Tu le vois. Ça marche pas elle pour moi. Elle savait que c'était au nord. Mais ça marche pas. Tout de suite, elle a été... J'ai douté. Bref. Figée par le doute. Exode de centaines de milliers de Palestiniens. Il y a plus de 100 000 Palestiniens qui se réfugient donc au Liban, pays voisin. Ce qu'il faut savoir sur le Liban, c'est que c'est une véritable courte pointe de religion. Puis à l'époque, on est dans les années 70, c'est les maronites, branche du catholicisme, qui sont les plus puissants. Okay? C'est eux qui sont au pouvoir. Mais là, les Druzes et les Sunnites, qui sont des branches de l'islam, voient l'arrivée des Palestiniens, eux aussi musulmans, comme peut-être une fenêtre d'opportunité pour avoir eux aussi plus de pouvoir. Et comme dans l'histoire, ça arrive très souvent, quand une puissance montante menace une puissance établie, les tensions montent et la guerre éclate. C'est le déclenchement de la guerre du Liban. D'ailleurs, il y a une théorie en sciences politiques qui s'appelle le Thucydides Trap, le piège de Thucydide, qui reprend la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes pour prouver qu'à chaque fois qu'une puissance montante menace une puissance établie, il y a le déclenchement d'une guerre. Puis dans des conflits internes, ça peut arriver aussi. Tu pensais pas qu'on allait aller là, hein? C'est Graham Allison qui a théorisé ça. Ben non, mais c'est parce que c'est ça, là, c'est qu'au final, dans le fond, c'est souvent une émission qui tourne autour d'une trentaine de minutes. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on est rendu en Grèce antique, quoi? Oui, on est allé en Grèce antique. On a fait un détour par la guerre israélo-arabe. On est allé à Sparte, tout de suite vers Sparte, la guerre du Péloponnèse. Sparte, là, c'est le film 300. C'est ça, exactement. Juste être sûr d'avoir les bonnes références. Tu as tout compris. Parfait. Déclenchement de la guerre du Liban, qui est avant tout une guerre civile qui oppose les Maronites, le Front libanais, donc, à la coalition musulmane. Et là, on n'a pas encore parlé du Hezbollah. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'on va comprendre à la fin de tout ça. Parce que là, c'est ça. On veut savoir c'est quoi le rapport du Hezbollah, on veut savoir c'est quoi le rapport du Liban. Puis là, on n'a pas parlé du Hezbollah. Pourquoi, d'après toi? Parce que je sais pas, moi. Parce qu'il n'existait pas. Parce qu'il n'existait pas, tout simplement, Olivier. En 1982, et là, on arrive au Hezbollah. Je sais que tu es complètement excité d'en entendre parler. Oui. Pour protéger sa frontière avec le Liban,
frontière qui est au nord et au sud, qui le sait? Non, la frontière... Voilà. Attends, la frontière d'Israël est au nord d'Israël avec le Liban. La frontière avec le Liban. C'est ce que je disais. Pour protéger sa frontière avec le Liban, donc, Israël décide d'occuper une partie du Sud-Liban pour créer une genre de zone de sécurité le long de sa frontière. Ce qu'il tente là, de recréer présentement. Voilà. Il y a des parallèles, hein? Je t'avais dit, il y a des parallèles. Ben oui, l'histoire se répète toujours. Et c'est, attention, alerte Hezbollah, c'est pour contester cette invasion israélienne que le Hezbollah voit le jour la même année, donc on est toujours en 1982, avec l'aide de l'Iran. Dans le cadre de cette guerre, le Hezbollah va donc mener des opérations de guérilla, des attentats contre les forces israéliennes et contre leurs alliés, la France et les États-Unis notamment. C'est ça qui lui donne ultimement le titre de groupe terroriste pour plusieurs pays, dont le Canada. Et après ça, l'identité terroriste de ce groupe est en soi complexe. Et ce qui complique encore plus ce groupe-là, c'est que après la guerre au Liban, Hezbollah se transforme en une organisation hybride. Okay? Il y a encore la branche militaire, mais le Hezbollah développe une branche politique qui participe, entre autres, à la politique traditionnelle du pays et qui offre, dans le sud du Liban, des services sociaux, des services d'éducation, de santé. Donc, tu le disais plutôt, vraiment un gouvernement dans un gouvernement. C'est ça aussi qui fait que, pour certains pays, la branche militaire du Hezbollah est terroriste, mais pas la branche politique. Puis il y a des pays qui considèrent que le Hezbollah n'est pas terroriste. Le Canada, je le rappelle, considère que le Hezbollah en entier est une organisation terroriste. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Hezbollah parvient à ses fins et réussit à forcer le retrait d'Israël du Liban en l'an 2000. Ça fait en sorte que plusieurs Libanais, surtout du Sud, voient le Hezbollah un peu comme un sauveur, comme le seul groupe qui a finalement réussi à arriver à ses fins puis à forcer Israël à battre en retraite. Et pas que des Libanais là, qui ont cette opinion-là du Hezbollah. Dans le monde arabe, le Hezbollah jouit tout à coup d'une certaine réputation, d'une certaine aura, parce qu'il est justement la seule milice à avoir été capable de faire battre en retraite Israël, d'avoir tenu tête à Israël. Voilà. Pour en revenir au contexte actuel, tous ces événements ont fait du Hezbollah un des ennemis les plus importants d'Israël, avec l'Iran, bien sûr, qui finance ses activités, au même titre que les États-Unis financent les activités militaires d'Israël. Et depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, plusieurs experts observent cette frontière et craignent qu'il y ait une escalade du conflit. Et là, leurs craintes se sont matérialisées ces derniers jours. Oui, clairement. Clairement, il y a eu une escalade avec des conséquences dramatiques au Liban. Moi, je te remercie beaucoup pour cette contextualisation, Ça me fait le plus grand des plaisirs. Des plaisirs ou des plaisirs? Ça me fait le plus grand plaisir. On va garder ça. On va garder ça simple et clair, limpide. J'ai beaucoup aimé toute cette histoire du Hezbollah. Toutefois, je ne suis pas certain d'avoir compris pourquoi on a commencé avec la naissance d'Israël. Bien, c'est parce qu'il faut comprendre pourquoi il y a tellement de Palestiniens au Liban. Okay. Et qu'est-ce qui fait en sorte que cette frontière-là a un lien? Qu'est-ce que la quantité de Palestiniens au Liban change? Si on peut dire, c'est un peu la bougie d'allumage de la guerre du Liban. Okay. Parce que c'est ça qui a changé l'équilibre politique entre les religions, qui a créé des tensions, puis qui a fait en sorte qu'il y a eu un embrasement duquel Israël s'est mêlé. Et parce qu'Israël s'en est mêlé, le Hezbollah a été créé. Ah! C'est numéro 1. C'est super. Rendu là, c'est super. On se comprend. J'avais juste besoin du lien. De repartir du début. Oui, et on était rendu aux conséquences dramatiques que tout ça a pour le Liban. En date du jeudi 3 octobre, il y a eu, depuis la mi-septembre, plus de 1000 victimes au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, et environ 1 million de personnes ont été forcées de quitter leur maison. Il y a 5,5 millions de personnes au Liban. Donc, c'est énorme comme déplacement en quelques jours à peine. Et là, ce qu'on craint, c'est que le conflit s'étende à toute la région, ce qui est déjà un petit peu en train de commencer. L'Iran s'en est mêlé. Les Houthis du Yémen aussi s'en sont mêlés, notamment en attaquant un navire en mer Rouge pour venger la mort de Hassan Nasrallah et en tirant un missile en direction de l'aéroport de Tel Aviv, missile qui a été intercepté. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'Iran a commis une grave erreur en envoyant des missiles en direction de son pays et en paiera le prix. L'Iran, de son côté, affirme que si elle est attaquée, elle va répliquer avec plus de force, ce qui fait dire au Canada, via Mélanie Joly, qui est la ministre des Affaires étrangères, qu'on craint une guerre totale au Moyen-Orient.
Ceci dit, Christophe Ayad, qui est grand reporter au journal Le Monde, qui est spécialiste du Moyen-Orient, dit, lui, qu'on n'est pas dans une guerre totale parce que le but, ce n'est pas la destruction de l'ennemi, c'est plutôt la soumission de l'ennemi. Ce qu'on veut, c'est intimider son adversaire, le décourager d'agir davantage, le décourager de mener des attaques à son égard. Mais là, la question qui se pose, c'est quelle réponse Israël réserve à l'Iran? De quelle ampleur sera cette réponse-là? Et donc, qu'est-ce que l'Iran fera ensuite? Ça bouge très rapidement, tout ça. Oui, il faut dire qu'on enregistre jeudi matin, c'est ça. 9h, heure de Montréal. Donc, le temps que ça se rende à vos oreilles, il peut avoir des nouveaux développements. C'est ça. On n'a pas encore la réponse. Ceci dit, ça bouge d'heure en heure, donc ça se pourrait qu'on ait la réponse à cette question-là au moment où vous écouterez le balado. C'est ça. Ouh! Hey! On l'a fait. Fait que ce bloc-là, c'est beau. Fait que ça, c'est bon pour la guerre. Ça, c'est réglé. Avais-tu une dernière nouvelle pour moi? Oui, moi, j'ai une dernière nouvelle pour toi, pour laquelle, toutefois, je vais devoir enlever... Oh, je reconnais ce verre. Non! Ma chemise. He's so Julia! Alors... Oh, c'est drôle. Comme il s'agit d'une blague visuelle et que nous avons promis l'audio-description... Ah oui, c'est vrai. Est-ce que Olivier vous connaissez le verre Brat? Sa chemise jeans et révèle, sous cette chemise... Il est très petit, ton chandail. Un chandail il est vert extrêmement petit. Lime... Des couleurs ça, pour vrai, tous ceux... Attendez. Oli, stop. Tous ceux qui sont à l'audio, allez tout de suite sur YouTube, juste pour voir la taille du chandail d'Olivier. C'est tellement Brat. Juste la taille du chandail est Brat. J'aime tout ça, Oli, ça se peut pas. Okay, pour être sûr qu'on a bien compris, là, oui. Brat, l'album de l'été par Charli XCX, qui est devenu complètement viral. Brat, c'est devenu une expression pour dire... I'm so brat, je suis tellement désinvolte et je fais la fête et je suis libre. Il y a eu le Brat Summer, l'été Brat. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire I'm so Julia? Parce que c'est les paroles d'une chanson. Oui, c'est de la chanson 360 de Charli XCX. C'est en référence à la mannequin Julia Fox. Bien joué. Qui aurait parti toutes les tendances en 2022. C'est une genre de hit girl, voilà. Une influenceuse, si on peut dire. Elle est partout, elle est incroyable. Et donc, I'm so Julia, c'est je suis tellement... Wow! La version suprême. Mais je revais ce chandail... Oui, pourquoi donc? La prochaine nouvelle is totally Julia. Elle est complètement dans tes cordes et je n'en reviens toujours pas que tu n'aies pas vu ça passer. Ah là, j'ai peur. J'étais excitée, puis là, j'ai peur. C'est quoi? Mozart a drop un nouveau single. Peux-tu franciser ça? Mozart Rachel qui dit, peux-tu franciser ça? Une nouvelle chanson. Je suis complètement traumatisée de ne pas en avoir entendu parler avant. Oui, voilà. J'ai envie de le googler, mais je vais te laisser y aller. Mais non, je vais te le partager, je vais te l'expliquer. C'est quoi? Attends, c'est un concerto, une sonate, un... J'y vais dans pas long. J'ai besoin de savoir rapidement. Juste rapidement, oui, d'accord. Mozart, là, Wolfgang Amadeus, là, comme on le connaît, né en 1756. Génie s'il en est un. Mort depuis un petit bout, là, en 1791, à l'âge de 35 juste avant de mourir, ans. Il compose son Lacrimosa. Donc, en mourant, OK? Elle veut pas vraiment savoir, elle veut juste plugger ses connaissances sur Juste dire ça parce que Mozart. ça, c'est extraordinaire, OK? Un requiem, c'est une pièce mortuaire, donc une pièce pour les funérailles, pour la mort. Et Mozart est mort en écrivant son requiem, qui n'était pas pour lui, mais... Qui n'était pas pour lui? Qui n'était pas pour lui, non, qui était une commande. Okay. C'est incroyable, mais je te laisse continuer. Jay Dilla a aussi fait dans son lit d'hôpital un album mémorable, Donuts. Qui? Jay Dilla. Il y avait des t-shirts Jay Dilla Change My Life. Jay Dilla, c'est un génie du hip-hop. C'est celui qui a redéfini la façon de faire des beats. Respect. Alors... Ouais, le respect, ça m'a tué, là. Oui, mais non, mais il faut donner du respect sur le nom de Jay Dilla comme sur celui de Wolfgang Amadeus Mozart. Et on est de retour. Alors, reconnu, comme tu l'as dit, comme un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique européenne, il a laissé derrière lui plus de 600 œuvres musicales, mais... il y en a une de plus qu'on se pensait. OK. Une nouvelle pièce jusqu'ici inconnue qui a été découverte dans une bibliothèque à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne. Et là, je vais te dire des mots que tu vas sûrement comprendre, Julia. Ouais. Moi,
pas certain. Peut-être pas, mais... Elle est composée de 7 mouvements miniatures et est destinée à un trio de cordes. Non, je fais des farces. Je comprends de quoi. J'ai compris trio de cordes. Moi, j'ai rien compris de tout ça. J'étais comme corde. Quoi? C'est quoi une corde? Quoi? Okay. C'est une pièce d'environ 12 minutes qui date de la moitié ou de la fin des années 1760. Il y a des détails dans la façon de composer qui indiquent que Mozart aurait eu entre 10 et 13 ans quand il a composé cette pièce. Il faut comprendre que Mozart, c'est un enfant prodige qui a commencé à composer très jeune, sous la supervision de son père, sous les enseignements de son père. Il a 7 ans quand ses musiques commencent à être jouées devant le public. Les chercheurs ont fait la découverte dans la bibliothèque musicale de Leipzig pendant qu'ils s'affairaient à mettre à jour la plus récente édition du catalogue Köchel, l'ultime répertoire des œuvres de Mozart, qui existe depuis 1862. Là, on vient de publier la 9e édition, et c'est en travaillant sur cette 9e édition-là que les chercheurs ont trouvé l'œuvre. Il y a une note rédigée par le père de Mozart qui indique qu'on n'aurait pas découvert certaines des musiques de chambre qu'il a composées. On croyait que ces musiques de chambre-là avaient été perdues jusqu'à ce qu'on tombe sur Ganz kleine Nachtmusik. C'est le titre de la pièce qui a été découverte, qui veut dire toute petite musique de nuit. J'ai envie vraiment de décrocher mes écouteurs et d'aller l'écouter. On va l'écouter ensemble. Ben oui. Donc, ben voyons, on peut-tu maintenant? Maintenant? Parfait. Faut aussi imaginer la complexité que ça représente d'écrire un morceau pour plusieurs instruments à cet âge si précoce. Comment? On a ça entendu, parfait. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est effectivement, et là je le recrinque, Ganz kleine Nachtmusik. Comment qu'il est, mon allemand? Mon Dieu, on dirait que tu viens de Bavière. À vous, hein? Ouais. Le petit accent baviérois. Bavarois. C'est bavarois qu'on dit. Oui, mais c'est parce que c'était pas dans mon plan. Je l'avais pas écrit dans mon plan. Aussitôt que je sors de ce qui est écrit dans mon document, ça devient hasardeux. Ça me fait encore rire, le minuscule chandail. Tous ceux sur audio, vous savez pas ce que vous manquez. Je pourrais peut-être mettre une photo sur Insta. YouTube. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la première allemande de cette pièce. Elle a été jouée à l'Opéra de Leipzig, en fait à l'extérieur de l'opéra, le 21 septembre dernier. Des files d'amateurs s'étendant sur des centaines de mètres sont venus écouter des diplômés de l'école de musique Jean-Sébastien Bach interpréter la pièce. Imagine, tu es un jeune, tu as comme 19, 20, 21 ans, puis tu joues du Mozart qui n'a pas été joué depuis des centaines d'années. Bref. Alors, le manuscrit qu'on a trouvé comme tel, il n'a pas été rédigé par Mozart. Ce serait une copie de la version originale, copie qui a été produite autour de 1780. Alors, selon les experts, ce qu'on comprend, c'est que c'est une pièce probablement composée pour être jouée. Je fais mon professionnel de musique classique. Composée pour être jouée en extérieur, puisque le début de la pièce est destiné à capter l'attention du public. Hein, et je laisse la conclusion de cette extraordinaire nouvelle au site Classique FM. Tu vois, sur quel recoin de l'Internet tu m'as envoyé? J'adore le site Classique FM. Tu vois? Où est-ce que tu m'as envoyé? T'étais jamais allé là-dessus? Ben voyons, non. Dans une ère d'écoute en continu d'artistes pop internationaux, de musique en vogue sur TikTok, une nouvelle musique... On dit nouvelle. Oui, okay. C'est parce que... Vas-y. C'était écrit, même quand c'est écrit dans mon texte, c'est pas toujours évident. Une nouvelle musique de Mozart adolescent crée encore à ce jour un moment incomparable. Oh, wow! Ah, je suis tellement contente. Olivier? Oui, Julia? Merci de ce partage et de ce minuscule T-shirt que tu portes. Je suis tellement contente du moment qu'on vient de passer. Tu le trouves petit? Est-ce que c'est pas génial qu'on se soit informé, amusé, qu'on ait partagé? Et je pense que les auditeurs qui nous suivent depuis le début savent que c'est ce à quoi il faut s'attendre pour chaque épisode de Qu'est-ce qui se passe. Et ceux qui viennent de nous rejoindre sur audio, ben bienvenue. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine, Julia. N'est-ce pas? Toujours même heure, même poste. Là. Ben ça, Ben, 2 postes, Olivier. YouTube et audio sur YouTube. Abonnez-vous, je vous chaîne en YouTube prie. de RAD. Comme ça, vous allez être notifié de chaque sortie de Qu'est-ce qui se passe le vendredi après-midi. Et sur audio. Audio, ça, c'est l'application. Il faut la télécharger, se créer un compte. C'est pas compliqué, là. Non, vraiment pas. Quelques étapes faciles. Télécharger audio.
se créer un compte. Directement, on va voir qu'est-ce qui se passe. On met un cœur, on s'abonne. On l'ajoute à ses favoris. Ouais, voilà. Et là, on est assuré d'avoir la meilleure information, l'information la plus cool de Radio-Canada. Exactement. Et si vous faites de Qu'est-ce qui se passe un des podcasts les plus écoutés, ben enfin, peut-être qu'on pourra accepter les offres qui pleuvent sur la table d'adaptation pour le cinéma ou le... D'adaptation pour le... Imagine, ce serait tellement dole. Ce serait tellement dole. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, dis-moi qu'est-ce qui se passe.